je suis de retour. Désolée pour ceux qui auraient écouté la première petite section. Donc, je me reprends pour le live du jour. Problème de caméra. Alors, merci à Émilie qui était là, qui va probablement se reconnecter au live. Donc, effectivement, j'avais, par mégarde, débranché tout à l'heure ma caméra en faisant des mises à jour. Alors, merci à toi. Vous m'auriez peut-être entendu quand même, mais vous n'auriez pas vu mon visage. Alors, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur le groupe, mon nom est Josée Vernier, donc ambassadrice de la liberté intérieure et je suis propriétaire de la clinique L'Harmonie ici. Donc, c'est moi qui gère le groupe Harmonise-toi. Alors, si tu es là et tu es nouveau, je te salue. S'il y a des gens qui se connectent à la fois en même temps, il faudrait me valider si cette fois-ci le son, la caméra et tout convient bien. Alors, je vais démarrer tranquillement. Désolée pour mon petit retard. Aujourd'hui, je viens vous parler de transgénéalogie. Donc, j'ai vraiment le goût d'aborder ce thème-là avec toi parce que, comme je le disais préalablement, c'est des thématiques qui sont venues à moi dans ma vie, dans mon parcours, dans mon chemin d'évolution, où à un moment donné, j'ai été confrontée à certains blocages dans ma réalité. Puis, bon, à force d'aller rencontrer certains, on va dire, experts dans différents domaines de champs alternatifs, j'ai été mise, disons, face à cette réalité-là que parfois, en se culpabilisant soi-même, on se tape sur la tête pour des blocages, des défis qu'on a dans nos vies, pour finalement se rendre compte que ça peut être un système de croyances qu'on a racheté de nos ancêtres, qui peut être parallèlement directement lié à nos parents, mais qui peut même remonter à 10 générations avant nous. Alors imaginez des fois les défis qu'on peut avoir, qu'on n'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus. On peut chercher longtemps, mais c'est pas toujours conscient. Alors, le monde de l'inconscient, c'est une belle banque d'informations. Aujourd'hui, je viens te parler de cette banque-là du transgénérationnel. Alors, encore une fois, je salue tous ceux qui se connectent. Et si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi ça et ça va me faire plaisir si je peux répondre immédiatement ou bien y revenir un peu plus tard. En fait, si je pouvais en faire une petite métaphore ou un exemple très clair, j'aime comparer les mémoires transgénérationnelles à un phénomène d'épigénétique. Vous savez, quand on parle au niveau de la science, de la génétique, c'est tellement quelque chose qui est de plus en plus simple et évident pour les gens de comprendre que je ne sais pas si j'ai eu, par exemple, moi, dans ma vie, des parents, grands-parents, arrière, qui ont eu des problèmes, par exemple, au niveau cardiaque, et que ça peut être davantage démontré que ce même type, par exemple, de maladie-là peut être transmise, qu'il y aura un potentiel au niveau héréditaire qu'au fil de ma vie ou du temps, je puisse, par exemple, développer le même type de maladie. Donc, on comprend bien le principe au niveau de la génétique, de l'ADN, de ce qui peut être transmis en termes de science. Là où, progressivement, sont en train de le démontrer, je pense que c'est plus à travers la Suisse et tout ça dans leur champ d'expertise, qu'au niveau de la science, sont en train de démontrer qu'au niveau des mémoires d'épigénétique, si par exemple les tests actuellement qui sont faits, pas que je sois d'accord avec ça, mais les tests qui sont faits par exemple chez les rats, bien actuellement, il y aurait des études qui auraient démontré que si par exemple l'arrière-grand rat, lui aurait eu par exemple un trauma majeur ou un élément X dans sa vie, il aurait observé qu'au point de vue de la science et de l'épigénétique, l'arrière-petit-fils rat, lui, il aurait eu des chaînons qui se seraient modifiés au niveau de son ADN. Donc, c'est quand même une percée qui est fort intéressante parce que vous savez quand même que je suis malgré tout une sceptique. Donc, même si je suis quelqu'un qui croit beaucoup à tout le phénomène de l'énergie et de l'holisme et tout ça, j'ai quand même un côté scientifique à la base de par thérapeute en adaptation physique de métier. Donc, pour moi, c'est quand même important d'aller corroborer des éléments et plus on fait ces liens-là, ces parallèles, plus on se rend compte que ça fait tellement de sens que ça devient difficile de nier ce qui est là. Donc, j'avais déjà expliqué dans un précédent live, ça fait déjà un moment, je pense plus d'un an, que à travers moi, mon expérience, j'étais allée faire du ski alpin, puis que ma mère s'était déjà fracturé le tibia et le péroné en ski alpin, puis que inconsciemment, je repoussais toujours le moment d'aller faire du ski. J'avais comme une peur intrinsèque au fond de moi-même, que je savais pas d'où ça venait. J'étais quand même pas vieille quand c'est arrivé, ça, cette expérience-là. Je pense que j'étais à la maternelle. Donc, il y avait quand même un élément traumatique qui, de l'extérieur, était venu m'impacter parce que dans ma réalité à moi, au fond, sans même que je sache d'où ça vient, c'est comme plus fort que moi de faire du ski. J'avais plein de gros flags rouges qui allumaient dans ma tête puis qui me disaient écoute, ça n'a pas de bon sens, puis je suis quelqu'un sans être quelqu'un de très aventurière qui se lance dans le vide à faire des expériences de folie, qui aime quand même essayer, qui est sportif de nature, donc je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi difficile pour moi de me lancer dans cette expérience-là.
Et j'ai fait le lien, et je vous le rappelle ici pourquoi, comme quoi c'est très très fort et que le corps est rempli de mémoire cellulaire. C'est qu'à ce moment-là, dans mon expérience, j'ai réalisé que j'avais toujours une botte de ski qui me faisait extrêmement mal. Puis c'était toujours la droite. Et j'avais beau essayer de placer, puis ceux qui font du ski sauront, là, comment est-ce qu'on est coincé dans ces bottes-là. À chaque fois que je plaçais mon bas, j'essayais de replacer le pantalon, j'organisais tout ça, il y avait toujours une espèce de sensation douloureuse dans le devant du tibia qui me lâchait pas, mais juste sur ma jambe droite. Fait que je mettais ça sur le dos de l'équipement. Bonjour ma belle Nathalie. Et finalement, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en embarquant dans le char, parce que j'étais épuisée à la fin de cette journée-là, d'apprendre une nouvelle discipline, mais aussi d'être tout est en train de transmuter des mémoires traumatiques finalement, parce que c'est ce que je portais à l'intérieur de moi, que là, j'ai pris conscience dans la voiture au retour avec mon conjoint, puis de dire, ah, en tout cas, je peux bien comprendre ma mère quand elle n'arrêtait pas de me dire, après s'être fracturé la jambe en ski, qu'elle était plus capable de porter une botte de ski tellement que ça faisait mal à sa jambe. Et là, tu sais, pouf, en disant ça, j'ai comme tout pris conscience de ce que je venais de vivre finalement. C'est qu'à travers mes propres mémoires à moi, de la lignée des ancêtres, donc du transgénérationnel, j'ai réalisé finalement que je portais la mémoire de la blessure et de la douleur que ma mère avait vécue pendant sa fracture. Bref, ceci étant dit, pour moi, ça a été l'élément très concret. Bonjour Sandra. Oui, c'est fascinant, tellement. Si tu savais le nombre d'expériences comme ça que je vis, donc je trouve ça tellement important de venir vous partager ça pour que parfois quand vous cherchez l'origine de quelque chose, vous ne trouvez pas, vous puissiez quand même vous dire que ça se peut que ça ne vienne pas de vous. C'est assez, là, le martyr et la culpabilité tout le temps. Donc, à partir de ce moment-là, sincèrement, il y a eu quelque chose qui s'est libéré, là. Puis, c'est comme ça que je l'ai conscientisé. Pour moi, que j'ai libéré les mémoires. Ça se fait ça à travers la conscience que j'ai, ma pratique. Ça, va savoir. Mais je tenais à vous dire aujourd'hui comment c'est important de comprendre les différents conflits possibles qu'on peut avoir. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les conflits familiaux, qu'est-ce que ça fait? Donc, on prend le principe, là, vous êtes une banque mémorielle, votre inconscient là, est plein, plein, plein d'expériences, peut-être de blessures que vous portez de votre enfance, des mémoires karmiques que j'ai déjà parlé un petit peu dans un précédent live, mais aussi des mémoires et du bagage des ancêtres. Donc, si on prend le principe que plus ou moins 10 générations avant nous, on peut porter des mémoires, alors on ne connaît pas tous notre arbre généalogique, on ne sait pas tous les différentes expériences vécues des gens qui ont été là avant nous. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une façon de faire à travers un calcul puis un tableau que je fais la plupart du temps en consultation avec les gens qui viennent me voir pour orienter et répertorier en lien avec une problématique ou une intention précise, c'est qui les différents, je ne vais pas dire responsables, mais les différents acteurs qui peuvent venir influencer des situations de vie. Autre exemple, à travers les conflits que moi j'ai explorés dans le phénomène, par exemple, du gisant. Donc, c'est possible et ça arrive parfois que dans notre arbre généalogique, on ait choisi de revenir en tant que représentant de quelqu'un décédé ou qu'on porte, par exemple, sous forme d'héritier universel, les vibrations ou l'énergie de quelqu'un qui est décédé. Donc, c'est intéressant d'avoir ces éléments d'information-là pour répertorier des fois les décès qu'il y a eu dans notre arbre, surtout les morts traumatiques, les morts non acceptables, non justifiables. Donc, les fausses couches, les avortements, les suicides, les accidents de la route, les traumas, les noyades. Donc, quand il y a eu des événements majeurs quelque part dans la lignée avant vous, dans une certaine mesure, pas dans tous les cas, c'est possible que ça vienne impacter votre parcours et votre parcours de vie. Alors, c'est des renseignements, des fois, qui peuvent être pertinents, surtout avant que les gens viennent me consulter, des fois de valider, de discuter avec les membres de votre famille, ne serait-ce que pour connaître votre arrivée au monde, hein, dans votre plan d'incarnation, ça s'est passé comment. Ça aussi, c'est très intéressant d'aller voir c'est quoi la tonalité des défis puis votre mission de vie. Qu'est-ce qui va sortir de cette résonance-là suite à cette expérience que vous allez avoir vécue en vous incarnant. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de hasard, donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont déterminées préalablement, hein, comme étant des moteurs pour venir transcender, expérimenter des blessures qui vont aussi grandir dans votre chemin d'évolution, comme je le dis souvent au niveau de votre âme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous parle des conflits. Les conflits là, familiaux, c'est un peu comme les espèces de conflits programmants. Ça veut dire que pour une même tonalité ou une problématique, potentiellement qu'il va y avoir des axes dans vos familles. On n'est pas tout obligé de porter des conflits familiaux en passant. Hein. Il y en a qui, peut-être qui n'en auront pas en résonance. Il y en a peut-être qui vont en avoir plus en résonance. Hein. Rappelez-vous votre mission.
si vous retournez voir le live sur les familles d'âmes, puis le rôle que vous avez au sein de votre noyau familial, va vous en dire probablement sur les choix que vous êtes venus faire en vous incarnant à travers ces familles-là. Donc, les conflits familiaux. J'y vais avec ces 6 principaux, du moins répertoriés, que moi j'avais vus dans mes cours. Puis il y en a peut-être que j'oublie. Si j'ai des collègues hypno qui ont fait le cours avec moi, là, gênez-vous pas pour venir ajouter vos infos. L'un des principaux que moi m'avait interpellé, c'était le fameux conflit des liquides. J'en ai déjà parlé dans un précédent live sur mon autre groupe. Le conflit des liquides, c'est tout ce qui est en rapport au liquide, l'alcoolisme, hein, les liquides dans le corps, mais aussi les liquides, l'argent. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour les gens qui, des fois, financièrement, en ont arraché et travaillent vraiment beaucoup pour récolter peu. Ça peut être un conflit très intéressant à l'explorer. Sachant très bien que si on retourne les générations un peu en arrière, l'alcoolisme, il y en avait quand même pas mal. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus aujourd'hui, c'est souvent encore présent. Mais c'est intéressant d'aller voir, est-ce qu'il y en a des gens qui, dans votre famille, avaient des problématiques au niveau de l'alcoolisme. Donc ça peut engendrer plusieurs défis. Oui, ça peut engendrer des problèmes de dépendance, mais partout où les liquides vont circuler peuvent entraîner une problématique. Donc, est-ce qu'au niveau de la vessie, de la prostate, des reins, les problèmes de tension artérielle, est-ce que par exemple au niveau financier, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des faillites, il y a eu des problématiques d'héritage, des troubles financiers, est-ce qu'en lien avec les mêmes liquides, il n'y a pas eu des problématiques dans le passé? Y a-t-il des noyades? Y a-t-il des peurs de l'eau? Des phobies? Hein? Il y en a qui, on le sait, qui ont des phobies face à ça. Y a-t-il des fraudes? C'est des gens qui ont été inondés. Donc, tout ce qui fait référence à un conflit de liquide peut s'apparenter à ce que je vous ai exprimé autour de l'alcool, mais est-ce que dans la lignée familiale, il y a des mémoires traumatiques qui sont engendrées autour de ce que je vous ai dit? Donc, l'hypersensibilité, euh, les gisants, rappelez-vous, ça c'est ceux qui sont morts d'une façon non acceptable, non justifiable. Fait que je ne sais pas si j'ai un arrière-grand-oncle dans la famille qui avait des problèmes d'alcoolisme, de dépression, puis finalement il s'est suicidé. Ben, ça se peut que quelqu'un porte quelque part dans son bagage le fait d'aller transcender ces mémoires-là. Donc, c'est très intéressant de, ne serait-ce que les garder en conscience, puis le moment venu, quand autour d'un petit peu de famille ou d'une discussion, ben, vous pouvez poser vos questions pour aller à la pêche à l'information. Puis, c'est intéressant tout ce qui va venir de ça. Vous allez voir, là, c'est fascinant tout ce qu'on découvre. Autre élément de conflit, ce qu'on appelle les conflits de souillure ou les conflits, c'est ça, les conflits de souillure en fait. C'est tout ce qui serait potentiellement autour des formes d'abus, tout ce qui est sale. Donc, y a-t-il des problèmes d'abus dans l'air? Hein, on le sait, des fois au niveau de la sexualité, au niveau attouchement et tout ça, il y a pu en avoir dans notre historique. Donc ça va être les gens qui vont probablement développer plus des problématiques d'intolérance, des troubles alimentaires, et au niveau des intestins particulièrement, troubles inflammatoires, coliques, maladies de crâne, problèmes de constipation, les gens qui vont être dans l'auto-sabotage beaucoup. Euh, Ça peut être aussi de souillure s'il y a eu par exemple de la trahison, de l'adultère, des non-dits, des gens qui par exemple, ils pourraient avoir eu encore de la violence sous plusieurs formes, hein, physique, verbale, émotionnelle. Donc tout ce qui est comme sale va faire appel à tout ce qui est un peu plus la plomberie, comme j'aime le dire. Donc, si moi j'étais très touchée aussi par ces deux principaux-là, comme conflit que j'ai transcendé, donc problèmes d'intestin sont résolus, les problèmes des liquides c'est de moins en moins présent dans ma vie parce que financièrement ça se replace, mais il était longtemps où c'était retenu cet aspect-là de l'abondance financière. Donc, c'est intéressant d'aller répertorier et de voir quel impact ça peut avoir, sachant que tout ça peut être libéré dans un accompagnement, qu'il soit conscient ou à travers le monde de l'inconscient, justement pour aller transmuter les mémoires, pour aller réécrire, pour transformer ça en autre chose. Donc, c'est vraiment puissant ce qu'on peut faire avec la méthode d'hypnose. Ensuite, conflit de territoire. Un autre élément très pertinent, que ça aussi j'ai eu un petit peu à explorer dans mon parcours, c'est tout ce qu'il y a en rapport avec, par exemple, les enfants qui vont avoir des problèmes de pipi-ouli. C'est très paradoxal, hein, les pipi-oulis, mais je le prends toujours du point de vue du mammifère, que lui, il va falloir qu'il urine un peu partout pour faire son territoire. Hein? Rappelez-vous la connotation. Donc, comment c'est, moi, de prendre ma place? J'ai-tu l'impression de prendre ma place ou j'ai l'impression que je n'ai pas ma place? C'est difficile pour moi de prendre position. Conflit de territoire, s'il y a eu des expropriations, s'il y a eu des divorces, s'il y a eu des séparations, si dans l'enfance ou dans l'arbre, il y a eu des déménagements fréquents. Donc, est-ce que c'était possible pour moi de m'ancrer, de m'enraciner quelque part où j'étais toujours en mouvement et que c'était pas possible pour moi de me déposer pleinement. Donc, blessure d'injustice, souvent en lien dans la fratrie,
au niveau du conflit de territoire, c'est intéressant d'aller explorer ça. Ça peut venir, comme je vous le dis, de vos ancêtres bien avant vous, mais ça peut très bien partir de cette vie-ci aussi, à travers vos expériences que vous avez choisi de venir explorer. Donc, conflit de territoire, hyper intéressant. Une stratégie pour ces gens-là, c'est d'être dans la responsabilité. Donc, se sortir du fameux rôle de victime, là, ça, c'est clairement une stratégie pionnière là, en termes de façon de faire pour prendre pleinement sa place. Conflit de protection, conflit de contact, conflit du non-touché. Un autre conflit que j'ai exploré, j'ai dit, je vous ai fait pas mal fait le tour un peu de tout ça dans mon exploration. C'est par exemple les gens qui vont avoir tendance à avoir de la difficulté à prendre leur pouvoir, qui vont être plus dans la culpabilité. Donc là, on parle de gens qui vivent de l'insécurité, qui vont avoir tendance, sous forme de dépendance, à venir combler des vides. Ça peut être des problématiques au niveau de l'obésité, du surpoids, les gens qui vont être, oui, potentiellement dans le don, mais qui vont avoir de la difficulté à recevoir, et pas seulement recevoir des compliments, pas seulement recevoir des cadeaux, recevoir de l'aide, mais surtout dans le contact et le toucher physique. Moi, je m'étais fait une grande, grande, grande carapace, une armure de protection. C'était une époque où personne ne pouvait entrer dans mon cœur. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Ça s'est réouvert au fil du temps avec le cheminement que j'en ai fait. Mais clairement, là, conflit de protection, de contact, de non-toucher. Rappelez-vous que ça peut être en collaboration avec le conflit de souillure. Y a-tu eu dans l'arbre, inconsciemment, des formes d'abus, des attouchements quelconques, ou de l'auto-sabotage, même de l'auto-abus, hein, c'est-à-dire que je suis tellement au service de l'autre que je m'oublie complètement. Donc, à un moment donné, je me referme, comme pour me protéger. Donc, très intéressant d'aller voir ce conflit-là au niveau de la protection. Deux autres conflits. Après, je vais vous quitter sur ça en vous donnant des petites pistes stratégiques. Conflit de séparation. Rappelez-vous, conflit de séparation, on le vit tous celui-là. Hein? Parce que quand on s'incarne, on est séparé de la source, fondamentalement. Et quand on vient au monde, on fait quoi? Le cordon est coupé, on sort de la mer. Donc, c'est une double blessure déjà de séparation qu'on vit en s'incarnant en tant qu'humain. Donc, l'âme, elle, sur Terre, porte déjà ces mémoires-là énormément. Donc, les gens qui ont de la difficulté à s'engager, qui sont plus dans la gêne, les gens qui ont de la difficulté avec les transitions, les départs, les changements, les tox d'accumulation, seulement le conflit de séparation, je l'ai vécu avec mes enfants beaucoup, hein, parce que je me suis quand même séparée au cours de la dernière année. Puis je l'ai vu, ça, de mes yeux vus, ce que ça entraîne comme mécanisme directement chez les enfants. Fait que problématique de peau qu'on peut voir, psoriasis, la difficulté aussi à se laisser toucher, l'eczéma, les problèmes d'urticaire, les boutons, tout ça, là, souvent ça fait référence au conflit de séparation. On peut même des fois entrer là-dedans les gens qui ont de la problématique au niveau de l'orientation, de l'orientation sexuelle. Donc, de ne pas savoir, on le voit présentement, les gens au niveau identitaire, c'est de plus en plus compliqué, les générations qui viennent. Je dis compliqué parce que c'était simple quand on au monde, on était un homme et une femme, puis on avait quand même des standards de base. Là, il n'y a comme plus vraiment de normalité dans rien. Puis en même temps, est-ce que la normalité existe? Bon, les hommes, les femmes, les jeunes, les filles peuvent aussi bien aimer les hommes, les femmes, changer d'idée, changer de sexe, changer de personnalité. Bon, une espèce d'ouverture à ce que le féminin et le masculin dans nos polarités yin et yang soient pleinement fusionnés, qui fait que parfois j'ai l'impression qu'il y a une recherche d'identité qui est là. Donc, conflit, séparation, à explorer ça. Si c'est dans votre background, vous en avez vécu vous-même, séparation de vos parents, si vous avez été séparés, déracinés des lieux, avec le conflit de territoire, souvent conflit de séparation. Euh, J'appelle ça des duos, là, sinon ça vient par paire. Quand il y en a un, c'est pas rare qu'il y en a un autre qui vient comme conflit programmant. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il va y avoir plein de mécanismes qui vont être mis en œuvre, un peu comme si vous, là, votre machine, votre cerveau a acheté le programme, puis rejoue le programme en boucle, puis à un moment donné, même si c'est pas confortable dans ce programme-là, ben, il continue d'être un activateur. Toute votre vie, vous pouvez ne jamais avoir eu de problème. À un moment donné, il va y avoir un mécanisme déclencheur qui va réactiver ce programme-là. Et là, vous ne vous sentirez pas bien. Souvent, il va y avoir plein de choses qui autour de vous vont graviter, qui vont vous permettre d'aller mettre le doigt sur ce qui est inconfortable. Et le fameux dernier conflit, le fameux conflit de loyauté. Les sentiments d'appartenance au clan, ça aussi, c'est un conflit qui est important s'il y a eu des dysfonctions au niveau familial, de génération en génération. Je vous donne un exemple. Les gens au niveau du rang dans la famille n'ont pas chacun leur place. Tu sais, des fois, la grande sœur qui joue le rôle de la mère, des fois, la mère joue le rôle du père, hein, des fois, le frère, finalement, joue le rôle de quelqu'un d'autre. Donc, les dysfonctions au niveau familial, autant
quand ça ni queue ni tête, c'est vraiment pas bien organisé, autant quand c'est trop tissé serré. C'est important de le répertorier, c'est parce qu'on dit: Ah, moi, j'ai jamais eu de problème dans ma famille, on est tissé serré, tout va bien. Et c'est pas mieux, dans le sens que trop, c'est comme pas assez. Donc, trop dysfonctionnel distant versus trop fusionnel, tout enficelé les uns les autres, ce qui fait que des fois, les gens ont individuellement de la difficulté à trouver leur propre espace là-dedans parce qu'il y a toujours l'appartenance au sein du groupe. Ça, c'est important d'aller vérifier ça parce que dans le conflit de loyauté, il y a toujours le sentiment inconscient de vouloir reproduire. D'en trouver sa place dans le clan, c'est faire suivre le moule, hein, le fameux modèle. Le conflit de loyauté très marquant. S'il y a eu des parents, évidemment, qui étaient manquants, s'il y a eu des parents qui étaient violents, rappelez-vous que tout ce qui est trop ou pas assez, dans une forme d'équilibre au niveau du clan, va venir créer ce qu'on appelle les fameux conflits de loyauté. C'est ce qu'on va vivre aussi, comme je l'ai vécu dans un cas de séparation, où il peut y avoir un conflit de loyauté, où il y a un enfant qui se sent, moi je l'ai vécu davantage avec mon fils, là, puis un peu avec ma fille, mais c'est que dans le conflit de loyauté, c'est que l'enfant, d'emblée, pour ne pas perdre l'amour d'un parent, ne voudra pas être en accord ou respecter ce que l'autre parent, quand il est en sa présence, souhaite faire. Tu comprends? Parce que d'un coup, que finalement, je suis en accord avec ce que tu dis, que l'autre parent pourrait penser que finalement, hey, papa ou maman, ben, il va penser que je l'aime plus. Hein? Fait que c'est souvent ce qu'on voit dans l'effet qu'il y a des familles recomposées. C'est souvent un des conflits qu'on va observer ou explorer, qui peut avoir de l'opposition, qui peut avoir de la difficulté au niveau de l'intégration au sein de la famille dans le nouveau clan. Clairement, souvent, c'est le conflit de loyauté. Ça part de l'inconscient, c'est un mécanisme, donc il faut être indulgent quand on le vit d'abord envers soi, mais aussi par rapport aux enfants et les gens qui nous entourent. Parce que souvent, quand je dis que c'est inconscient, c'est un mécanisme de défense automatique. C'est pas comme, yeah, je suis conscient, fait que je vais faire ça comme ça. Non. Rappelez-vous le syndrome là, du bon petit gars et la bonne petite fille. Là. Ça, c'est un syndrome qui est très marqué au niveau du conflit de loyauté. C'est quelque chose aussi que j'ai exploré. Donc, je me suis reconnue un peu dans tous les conflits familiaux possibles. Pas que j'ai une famille si dysfonctionnelle, mais j'ai eu des particularités dans mon histoire. Et moi aussi, j'ai été amenée dans mon parcours à transcender ces mémoires-là. Donc, rappelez-vous, événement traumatique, moment important de votre propre vie, mais aussi ce qui s'est passé dans votre généalogie, donc les ancêtres avant vous, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Je vous donne un exemple, j'accompagnais une dame qui, à un moment donné, au niveau financier, voulait se lancer en affaires, mais il y avait différents blocages pour finalement discuter puis jaser que oui, dans l'arbre, il y avait eu des faillites d'entreprises, puis ces faillites-là, finalement, finissaient par concorder avec ses propres dates anniversaires dans son tableau, puisqu'on utilise les dates anniversaires, le mois, le jour, l'année, pour finalement réaliser que tout ça se passait exactement dans sa fratrie, dans sa colonne à elle. Donc, tu sais, je dis, oups, fait que ce serait peut-être important de les transmuter, de transcender ces mémoires-là, si tu es en mesure de complètement te lancer en affaires, parce que clairement, il y a quelque chose qui fait que à chaque fois que tu arrives pour te mettre en action, inconsciemment, tu t'auto-sabotes. Hein, parce que des fois, inconsciemment, il y a la peur de ne pas y réussir, la peur du succès pour certaines personnes. Hein. Des fois, même dans le conflit de loyauté, c'est comme d'un coup, je réussis alors que mes propres parents ont échoué. Je me sens mal, je ne serais pas loyal. Tu sais. Fait que c'est fou jusqu'où ça peut amener ces différents conflits-là. Fait que, laissez-vous poser là-dessus. Vous n'aurez peut-être pas réponse à toutes vos questions aujourd'hui, mais c'est ce que je voulais venir aborder avec vous. Fait que là, je vais devoir vous quitter. Alors, voilà tous les différents impacts, autant au niveau de la santé que ça peut avoir, autant des blocages dans vos parcours de vie. Donc, si vous avez fait le tour de la question et que vous ne trouvez pas l'origine de la racine, vous pourrez toujours communiquer avec moi, puis on pourra essayer d'aller mettre la lumière là-dessus, sur dans quelle mesure ça fait en sorte que vous vibrez ou vous portez quelque chose, comme s'il y avait une mémoire ou un fameux programme qui s'active. Alors, ça va me faire plaisir de vous guider. J'adore pouvoir accompagner dans le transgénérationnel, sachant que très bien que quand on libère pour soi, on libère pour nos ancêtres, mais on libère aussi pour notre descendance. Donc, ça peut être un motivateur de plus des fois pour alléger le chemin que nos enfants vont parcourir. Alors, je vous embrasse, je vous salue, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. Et s'il y en a qui sont interpellés ici à se rassembler, je démarre un nouveau groupe avec mon conjoint Patrick de Cercle de Partage, le passage, jeudi cette semaine, le 11 du 11. Ça va être puissant. Ceux qui peuvent se joindre en présence, parce que pour le moment, on le fait qu'en présence, ben, vous viendrez nous rejoindre, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Il nous reste 4 places à combler. Alors, n'hésitez pas. Bonjour Patrick. Alors, je te salue Sandra, Nathalie et tous ceux qui écouteront en replay. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. Bye bye, bon après-midi.